Euh, alors, bon, Paul a bien résumé hein, lors de notre introduction la semaine dernière pour disons, la conférence d'ouverture de ce cycle et en anglais, donc il a bien plus de mérite que moi, les objectifs de notre cycle en termes de contenu. Je voulais peut-être juste dire ici en introduction un mot sur ce titre Nouvelle Histoire, qui est un titre assez fort, qui interpelle, qui est bien sûr une référence au renouvellement qu'il y a eu dans le champ de l'histoire et de l'anthropologie aussi, on peut dire, dans les années 70 avec le courant de la nouvelle histoire, courant qui visait à mettre au devant de l'approche historique classique la question, entre autres, mais surtout des représentations collectives, des structures mentales des sociétés, l'histoire des idées, des milieux qui entourent les événements dits historiques, avec tout un tas de personnalités, notamment le grand médiéviste Jacques Le Goff et d'autres. Et c'est intéressant de se rappeler, si on fait des rapprochements un peu, que ce courant de la nouvelle histoire s'est déployé au moment même où les écoles d'architecture, elles, se constituaient après 68. Et c'est peut-être aussi important de rappeler que l'histoire de l'architecture, hein, c'est une discipline d'un point de vue historiographique hein, qui est assez récente, ce qui explique peut-être aussi une forme de, alors on ne va pas dire peut-être de retard ou de négligence sur des sujets qui nous intéressent ici. Et l'histoire de l'architecture, c'est aussi une discipline hein, qui est peut-être un peu conservatrice pour plein de raisons. Et je pense que c'est important de rappeler que cette histoire de l'architecture, elle est encore marginale dans le champ de l'histoire de l'art auquel elle est rattachée jusqu'au 19e siècle. Rappeler qu'on situe l'émergence autonome de l'histoire de l'architecture au moment même de la naissance de l'inventaire des monuments historiques dont la première liste est constituée en 1819, et aussi que c'est dans le dernier quart du 19e que l'histoire de l'architecture franchit les limites de la Renaissance pour s'intéresser au monde contemporain. Hein, ça ne se faisait pas vraiment. Les historiens qui s'y risquaient passaient un peu pour des farfelus. Hein. L'histoire du temps présent, ça date plutôt des années 50. Donc l'histoire de l'architecture va être rattrapée par sa contemporanéité, exacerbée par les destructions des guerres mondiales, l'émergence des préoccupations patrimoniales qui y sont liées, et donc progressivement, hein, l'histoire de l'architecture comme branche autonome de l'histoire de l'art se constitue. Donc cette question qui nous anime ici, hein, comment le milieu de l'architecture regarde l'histoire en train de se faire, comment ce milieu de l'architecture regarde son époque, au début du XXe siècle, comment les historiens de l'architecture, au début du XXe siècle, pardon, comment les historiens de l'architecture regardent le XIXe hein, et quelle histoire ils produisent, celle dont on a hérité, dont on a hérité et avec laquelle on enseigne aussi aujourd'hui. Ces historiens de l'architecture la regardent dans une perspective, on peut dire, qui est alors majoritairement, hein, on pourrait passer beaucoup de temps là-dessus, mais je raccourcis un peu, qui est quand même majoritairement stylistique et formaliste. Hein. Le 19e siècle y est tantôt réduit à une sorte d'éclectisme issu d'un système beaux-arts qui cherche à se renouveler, et le 19e est tantôt aussi présenté comme un terreau fertile où l'architecture plonge ses racines artistiques et techniques pour mieux déployer au tournant du XXe ses prouesses esthétiques, structurelles, matérielles, les nouveaux matériaux, productives, etc. Et c'est important aussi de noter hein, que dans cet entre-deux-guerres, les critiques d'architecture, hein, souvent des architectes proches du mouvement moderne, commencent à bâtir une histoire de l'architecture qui inclut autant celle du XXe que du XIXe, et qui est fortement marquée aussi hein, par une entreprise idéologique de légitimation de ce mouvement, corporatiste aussi d'une certaine façon, parce que faite par des architectes qui produisent les objets qui entrent ou pas dans l'histoire. Donc on voit ici bien sûr tous ces enjeux. Voilà, et donc pour dire les choses là aussi encore un peu vite, hein, l'histoire qui se constitue et dont on hérite est majoritairement celle d'édifices monuments, elle est majoritairement événementielle et biographique, c'est celle de la vie des grands hommes, de leurs œuvres, souvent coupée des contextes et des climats où elles s'élèvent. Et c'est notamment l'historien de l'architecture François Loyer qui, dans un article qui date du début des années 2000, hein, qui disait qu'on avait eu tendance à ne regarder l'enseignement de l'architecture en Europe, et il insistait hein, en disant très particulièrement en France, que sous l'angle hein, d'une doctrine dont le formalisme absolu aurait été la règle.
Alors bien sûr, depuis, la modernité architecturale a été réinterrogée par de nombreux historiens et historiennes qui l'ont appréhendée dans sa multiplicité. Le mouvement est en cours partout, hein, chez les historiens de l'architecture et les historiennes depuis plusieurs années. Les renouvellements sont là, à l'œuvre, partout, passionnants, frémissants, etc. Et donc c'est ici ce qu'on va essayer de restituer à travers les différentes voix qui sont invités à s'exprimer dans le cadre de ce cycle. Le terme nouvelle histoire, il est aussi emprunté à des historiens de l'architecture américains, notamment Thomas Carter et l'historien de l'art qui s'appelle Bernard Herrmann, qui dans les années 90 s'était engagé dans cette entreprise, disons, d'ouverture, de complexification, etc. Une histoire de l'architecture qui fait résonner ces objets avec aussi les rapports de pouvoir et de domination qui traversent les sociétés et qui la constituent de façon intrinsèque, hein, puisque l'architecture est dans la société, elle est une sorte de fait social total. Et d'un point de vue historique, on l'a vu notamment lors de la première conférence du cycle la semaine dernière, l'architecture, hein, ses règles et ses codes, hein, même les plus formels, hein, sont définis et traversés par les structures mentales des sociétés qui les définissent. Hein. Et donc ce sont ces rapports nature-culture, les rapports de genre, de classe, de race, qu'on veut ici remettre au centre du tableau pour enrichir et complexifier notre histoire de l'architecture. Et pour ce 8 mars, on a le plaisir, on la remercie vivement, d'accueillir Lucille Biarrotte, que Frédéric va présenter. Bonjour à toutes et tous. Merci Fanny pour cette introduction, ce rappel introductif concernant le cycle Nouvelles Histoires. De mon côté, j'aimerais redire que on est très reconnaissante et reconnaissant envers la bibliothèque de l'école d'architecture qui a fait un travail de recherche bibliographique pour vous proposer des références relatives à chaque conférence que vous pourrez trouver sur le site internet de l'école et pour faire une table exposition dans la bibliothèque. Donc chaque semaine, vous trouverez une table qui investigue les thématiques et les problématiques que nos invités travaillent. Donc nous avons cette semaine une table liée à la thématique investiguée par Lucille Biarrotte, qui est ancienne élève du département de géographie de l'École normale supérieure et qui travaille sur les dimensions genrées des professions, des pratiques d'urbanisme en France depuis un siècle. Et donc, Lucie Biarrotte va nous présenter, je crois, des recherches issues notamment de sa thèse de doctorat en urbanisme qu'elle a réalisée dans le laboratoire Laburba, qui est un laboratoire voisin de notre école d'architecture sous la direction de Claire Hancock. Et donc, ce travail s'intitule « Déconstruire le genre des pensées, normes et pratiques de l'urbanisme », qui est justement également le titre de la conférence qu'elle s'apprête à nous donner. Donc, on la remercie chaleureusement de sa générosité, d'avoir accepté de participer à ce cycle et de nous apporter un point de vue plutôt du côté de l'histoire et de l'actualité du champ de l'urbanisme. Donc, Lucille, la parole est à vous. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Bon 8 mars. Comme je rappelle, c'est la journée de lutte pour les droits des femmes. Aujourd'hui, journée internationale. Ce n'est pas la fête de la femme. Parce que j'ai déjà reçu un mail ce matin me disant bonne fête. Donc non, c'est pas ma fête. Voilà, donc effectivement, je vais vous parler des résultats de ma thèse que j'ai terminée l'année dernière. Alors pour l'instant, je ne peux pas partager mon écran. Je veux bien qu'on me donne le droit de partager mon écran pour pouvoir commencer la présentation, s'il vous plaît. Normalement, ça y est. Ok. C'est vrai que son son n'est pas... Ouais, c'est vrai que mon son n'est pas terrible. Bah, je vais faire de mon mieux. Hop, alors... Je ne vais pas forcément voir si vous faites des commentaires dans le chat. Donc, à la limite, Frédéric ou Fanny, si vous voyez des problèmes de son technique ou quoi que ce soit, n'hésitez pas quand même à m'interrompre, histoire que je ne sois pas toute seule dans mon coin. Okay. Et voilà. Et puis, à un moment, je vais vous poser une question à tout le monde. Donc, n'hésitez pas à répondre dans le chat à ce moment-là. Alors, effectivement, j'ai fait ma thèse de 2015 à 2021 au Laburba, rattachée au LADEX Futurs Urbains, à l'école doctorale Ville, Transport et Territoire, qui était jadis donc Université Paris-Est, Université Paris-Est. J'ai eu la chance et le privilège d'avoir un contrat doctoral pendant 3 ans, mais je tenais quand même à faire un petit remerciement spécial à Pôle emploi qui a aussi
financé les 2 dernières années de rédaction. Donc voilà, je pense qu'on peut parler un peu de convergence des luttes aujourd'hui. Les moyens donnés dans le milieu de la recherche actuellement pour réaliser des thèses sont problématiques et insuffisants. Et les exigences qu'on a envers les doctorants pour faire des travaux d'excellence dans un temps imparti de seulement 3 ans, c'est littéralement quasiment impossible à réaliser. Donc voilà, à partir d'aujourd'hui, j'ai décidé que je remercierais systématiquement Pôle emploi également pour son aide financière. Donc effectivement, j'ai réalisé cette thèse sous la direction de Claire Hancock, qui est professeure de géographie à l'université de Créteil et rattachée au Lab Urbain en tant que chercheuse. Alors, voilà la couverture de ma thèse, donc, qui s'appelle Déconstruire, qui s'intitule Déconstruire le genre des pensées, normes et pratiques de l'urbanisme. J'aurais pu rajouter en France, parce qu'en fait, je me suis quand même beaucoup concentrée sur la France. Mais je voulais commencer en vous faisant part de quelques choix formels, parce que je ne vais pas forcément en parler ensuite. Pour moi, c'était très important déjà de réaliser une couverture de thèse, parce que voilà, à la fin de la thèse, c'était difficile dans le contexte de pandémie de trouver la foi pour terminer l'écriture de ce pavé, qui fait quasiment 600 pages. Et ça m'a beaucoup aidé en fait de réfléchir aux représentations symboliques et à quelque chose qui pouvait résumer beaucoup des idées que je mettais dans cette thèse de manière visuelle. Et donc, j'ai travaillé avec une amie qui s'appelle Jeanne Macaigne, qui est illustratrice, à qui j'ai commandé une couverture de thèse et des illustrations. Et donc, voilà ce que ça donne. C'était très fourmillant d'informations. On a réussi à mettre beaucoup de questions, de problématiques, de symboliques, de concret aussi dans cette couverture. Donc, j'en étais très contente. Et pour moi, c'est très important aussi de faire travailler mes amis artistes et notamment des femmes. Et donc, je me disais, aujourd'hui, pour la journée aussi de visibilité du travail des femmes, donc voilà, je partage son nom. Je trouve que c'est une illustratrice fabuleuse qui mérite vraiment d'être reconnue. Un petit détail aussi qui va peut-être vous amuser, mais j'avais aussi choisi une police de caractère pour ma couverture de thèse qui était designée par une femme. Sachez que si vous cherchez font by women sur Google, vous allez trouver un site qui recense des polices de caractère produites par des femmes. Et donc là, c'est la police de caractère Amarante qui a été faite par Gezin Dot. Je ne sais pas si je prononce bien son nom. Bien sûr, j'ai écrit ma thèse en écriture inclusive avec des points médians et ça se lit très bien, on s'habitue rapidement, il n'y a pas de souci. Voilà, ça c'était pour l'aspect un peu formel, mais parce que vous allez comprendre que le fond et la forme pour moi sont indissociables et voilà, il fallait que je pousse ma réflexion jusqu'à ce point-là. Alors le constat de départ de mon travail de thèse, et vous allez me dire peut-être que vous ne vous sentez pas concerné, vu que normalement on parle d'histoire de l'architecture, mais à vrai dire pour moi l'architecture fait partie du grand milieu de l'urbanisme, en France en tout cas. J'ai fait le constat au début de ma thèse qu'il y avait une multiplication dans les 10 dernières années. J'ai commencé en 2015, donc bon, c'est peut-être dans les 5 dernières années à l'époque, qu'il y avait de plus en plus de projets d'urbanisme qui intégraient explicitement les questions de genre, qui étaient souvent entendues et définies comme l'égalité femmes-hommes ou simplement la place des femmes dans les espaces publics, par exemple. Mais en tout cas, on avait... je vais revenir sur la définition du genre rapidement, mais on avait une multiplication explicite de ces questions-là dans le débat public et dans des projets d'urbanisme, vraiment dans plein d'endroits en France. La question qui me travaillait un petit peu à l'époque, c'était pourquoi cette temporalité et quels étaient les facteurs structurels qui pouvaient l'expliquer. Parce qu'en fait, précédemment, dans mon travail de master, moi, j'ai fait une formation en géographie et en urbanisme, donc j'avais fait 2 masters de recherche, 2 mémoires de master. Et ben, j'avais fait dans mon master 2 une recherche sur les initiatives d'aménagement dédiées à l'émancipation des femmes à l'échelle internationale. Et j'avais trouvé beaucoup de choses. J'avais recensé quasiment une centaine de projets.
Et je m'étais rendu compte que finalement, les projets en France dataient plutôt de l'époque de la fin des années 2000, début des années 2010, alors qu'on trouvait dans plein d'endroits dans le monde des projets qui avaient démarré dès la fin des années 70, années 80, 90, 2000. Et comme vous pouvez voir sur cette map monde récapitulative, il y avait vraiment donc un nombre important d'initiatives, parfois anciennes, qu'il y avait des réseaux internationaux qui existaient avec une vraie circulation de modèles, de bonnes pratiques liées à la prise en compte de la place des femmes, en l'occurrence en urbanisme et dans les espaces urbains, et que visiblement la France était à la traîne par rapport à des pays qui étaient relativement comparables d'un point de vue de la situation sociale et économique, que ce soit le Canada, l'Autriche, le Japon. Voilà, il y avait pas mal d'exemples intéressants, et y compris des pays du Sud, que ce soit l'Inde, le Mexique, le Brésil, qui se posaient aussi ces questions-là. Il y avait également des cadres juridiques incitatifs, voire contraignants, notamment à l'échelle européenne. Depuis la fin des années 90, il y avait quand même de grosses incitations à mettre en place des approches qu'on appelle de genre, d'approches transversalisées de genre, donc gender mainstreaming. C'est le fait d'appliquer une compréhension de toutes les politiques publiques à travers leurs impacts sur l'égalité femmes-hommes en particulier. Et donc, il y a des incitations européennes depuis un bon moment, mais que visiblement la France ne mettait pas vraiment en route dans le domaine de l'urbanisme. Malgré tout, j'avais aussi vu qu'il y avait de plus en plus de volonté politique nationale et locale, et une vraie diffusion d'idées féministes et des études de genre sur ce sujet. Alors, juste pour vous donner quelques exemples de productions, mais qui sont liées à des politiques et à des programmes publics en France. On a eu par exemple le guide méthodologique des marches exploratoires en 2012, fait par le secrétariat général du comité interministériel des villes. C'est une méthodologie qui avait été développée dans les années 90 au Canada et qui s'est répandue un peu à l'échelle internationale, notamment via des programmes de l'ONU, et qui fait partie des bonnes pratiques pour mieux intégrer les femmes dans les décisions d'urbanisme. Donc voilà, il y avait ce guide méthodologique qui ensuite a été appliqué à tout un programme à l'échelle nationale en France, avec plein de quartiers de politique de la ville qui ont eu des financements pour réaliser des marches exploratoires de femmes. Ça veut dire qu'elles se baladent dans leur quartier avec des objectifs assez précis pour voir comment elles se sentent, comment elles utilisent l'espace, et faire un rapport aux puissances publiques pour demander des modifications. En 2016, on a eu le guide référentiel genre et espace public qui a été publié par la mairie de Paris, que vous trouvez très facilement accessible en ligne, qui était un manuel en fait, avec beaucoup d'exemples, beaucoup d'explications sur tous les domaines dans lesquels le genre et l'espace public se rejoignent, et quelles étaient les pistes d'action déjà pour autant les urbanistes et les gens qui conçoivent les espaces publics que les gens qui le gèrent, comme les associations sportives. Et en 2018, l'association Genre et Ville, qui est plutôt aujourd'hui une sorte de think tank, de laboratoire de recherche-action, qui a réalisé beaucoup de travail ces 10 dernières années partout en France, a publié avec Villiers-le-Bel ce guide aussi, c'est un fascicule assez épais avec des méthodes et des outils des espaces publics, et il y avait son équivalent pour la production de logements également. Voilà, ça c'est juste pour vous donner quelques publications récentes des 10 dernières années. Il y a vraiment eu un boom en fait de ce genre de production depuis le début des années 2010. Au début de ma thèse, je m'attendais donc à appliquer ces idées-là sur des projets d'urbanisme. Donc, j'ai décidé de suivre la mairie de Paris, notamment le projet des 7 places parisiennes. Donc, vous voyez une petite carte de situation ici.
Mais donc, mes terrains de recherche, c'était vraiment sur ce projet d'aménagement qui était le premier projet de grande envergure où l'appel d'offres de la mairie de Paris demandait explicitement aux équipes de maîtrise d'œuvre qui allaient les accompagner sur les places, sur leur réaménagement, en faisant notamment beaucoup d'urbanisme tactique et participatif, où il y avait vraiment une demande explicite de mettre des spécialistes du genre dans ces équipes-là. Ça faisait partie des critères de sélection. Et il y avait des demandes aussi de produire des données genrées, notamment des usages actuels au début du projet de réaménagement pour voir qu'est-ce qui pouvait être changé et amélioré. Donc, il y a eu des diagnostics sensibles genrés qui ont été faits sur certaines des places. Je n'ai pas pu accéder à l'ensemble de la documentation au final, mais voilà, ça a été en grande partie fait par Jean Réville, qui faisait partie du groupement des Monumentales, qui s'occupait de la place du Panthéon et de la Madeleine. Et j'ai également suivi Jean Réville dans leur travail à Villiers-le-Bel. Elles m'ont très gentiment, c'est pas gentil, mais c'est féministement et cordialement invité à les suivre sur le projet de rénovation urbaine égalitaire qu'elles avaient monté avec Villiers-le-Bel et qu'elles étaient en train de déployer, et qui a abouti à la publication que je vous ai montré juste avant. J'ai également suivi en interne le travail de la mairie de Paris depuis 2014, en fait, depuis le début de son groupe de travail sur genre et espace public. Et je suis encore jusqu'à aujourd'hui parce que maintenant que j'ai quitté le milieu de la recherche, j'ai eu l'occasion de répondre à des appels d'offres qui ont été publiés l'année dernière, qui continuaient à transversaliser l'approche de genre dans les marchés publics d'urbanisme et d'aménagement. Il y a notamment eu cette transversalisation sur les études d'impact environnemental, sur la concertation en urbanisme et sur la révision du plan local d'urbanisme. Donc, j'ai la chance de faire partie de 2 de ces groupements sur les études d'impact environnemental et sur la concertation en urbanisme, car je travaille aujourd'hui dans une agence de concertation en urbanisme. Mais voilà, ça c'était le terrain au début de ma thèse, quand je me posais les questions sur pourquoi la France a l'air d'être en retard sur ce sujet. Je vais tout de suite vous donner la définition que j'ai fini par utiliser pour ma thèse, qui est largement inspirée des travaux d'Elsa Dorlin et de Christine Delphi. Et vous allez voir qu'à partir du moment où j'ai vraiment adopté cette définition, mon sujet de thèse a progressivement évolué vers quelque chose d'un peu plus vaste. Pour moi, le genre, alors c'est vraiment une définition parmi d'autres. Il y a des tas de courants dans le féminisme contemporain et cette définition est un work in progress collectif avec des branches qui ne sont pas forcément d'accord les unes avec les autres. Donc ça, c'est la définition que moi j'utilise. C'est un système de distribution binaire des rôles sociaux entre ce qui est féminin et masculin, entre les femmes et les hommes, qui est basé sur des critères à la fois biologiques, mais aussi sociaux sur le sexe, entre ce qui est considéré comme femelle et mâle. On ne va pas refaire l'histoire de la médecine et de la biologie, mais oui, le sexe biologique est aussi défini aujourd'hui sur certains critères sociaux, ce qui efface complètement certaines catégories de personnes, comme les personnes intersexes. C'est un système qui naturalise les différences construites et qui hiérarchise les valeurs considérées comme féminines ou masculines, en faveur, la plupart du temps, l'immense majorité du temps, d'une domination masculine et aussi hétérosexuelle qu'on appelle le patriarcat. Ce patriarcat, il s'applique dans tous les domaines humains, que ce soit matériel ou symbolique. Et ça entraîne des discriminations à la fois envers la catégorie des femmes, mais aussi envers d'autres catégories de personnes qui ont, par exemple, des orientations sexuelles minoritaires et qui ne sont pas hétérosexuelles concrètement, et celles qui ne correspondent pas aux normes de genre binaires dominantes, notamment les personnes intersexes et transgenres, mais aussi les gens qui ont des féminités ou des masculinités alternatives. Voilà, donc j'ai une définition assez vaste de ce que c'est le genre, et ça ne matche pas toujours ce que les urbanistes entendent par là. Concrètement, en utilisant cette définition, j'ai considérablement augmenté mes champs de réflexion, en fait. Je me suis dit que finalement, plutôt que d'analyser seulement des projets et des productions spatiales,
les dimensions genrées de l'urbanisme allaient bien plus loin que simplement les derniers projets qui l'explicitaient concrètement. Je suis progressivement arrivée à l'idée que l'urbanisme était une pratique sociale qui était historiquement construite, qui était composée de plein d'éléments. Premièrement, des théories, des idées et des valeurs qui étaient toutes genrées. Il y a une culture commune qui est délivrée dans les formations initiales. Il y a des références théoriques qui sont plus influentes que d'autres. Et il y a des croyances et des savoirs implicites et explicites dans le milieu professionnel. Sachant que le milieu de l'urbanisme, pour moi, il est très flou. Je me base aussi sur le travail ici de Viviane Claude, qui était chercheuse auparavant au Lab Urba, et qui entend l'urbanisme comme un milieu professionnel et non comme une profession au sens de profession de l'architecture, par exemple, qui est extrêmement cadrée, où il y a un ordre des architectes. Et voilà, en urbanisme, il n'y a pas d'équivalent. Donc, ça veut dire qu'à peu près n'importe qui peut faire ou se dire urbaniste. Et donc, pour moi, le milieu de l'urbanisme, c'est un ensemble de secteurs professionnels qui inclut en grande partie les architectes, les ingénieurs qui travaillent sur les espaces urbains, mais aussi tous les gens qui travaillent dans le milieu de l'urbanisme, qu'ils soient juristes, sociologues, techniciens, techniciennes. Enfin, il y a vraiment une infinité de pratiques. Malgré tout, j'ai supposé qu'on pouvait trouver une certaine homogénéité dans ce milieu avec des théories, des idées, des valeurs partagées. Il y avait aussi des normes socio-professionnelles, deuxième point, qui étaient genrées. Parce qu'on a des équilibres démographiques à la fois dans les formations initiales, puis dans les milieux professionnels, mais aussi dans les lieux décisionnels politiques. Et l'évolution de cette démographie genrée, qui, il y a un siècle, était extrêmement masculine et qui s'est progressivement féminisée, pour moi, ça influence concrètement les normes en vigueur dans un milieu. Et donc, ses centres d'intérêt et sa manière de travailler, tout simplement. Il y a des normes de genre dominantes au sein des milieux socioprofessionnels qui sont intrinsèquement liées à l'équilibre démographique du milieu professionnel. Et le troisième point, c'était les savoir-faire et les productions spatiales implicitement ou explicitement genrées. Pour moi, l'urbanisme genré ne s'arrête pas uniquement aux productions contemporaines les plus récentes. Alors, je vais vous illustrer tout ça de manière un peu plus concrète. Et donc, c'est là où je suis arrivée vraiment à des questions plus techniques, qui sont plus vraiment les problématiques de ma thèse, c'est comment révéler ces valeurs genrées de l'urbanisme. Et c'est là où j'ai utilisé mon approche de terrain sur les projets contemporains, en faisant l'hypothèse que l'apparition de politiques et de pratiques urbanistiques en Île-de-France, j'étais surtout en Île-de-France, explicitement genrées, en fait, c'était un tournant historique, presque, on pourrait dire, l'histoire contemporaine d'aujourd'hui. Pour moi, j'ai utilisé comme un tournant culturel qui permettait de révéler et de remettre en question les présuppositions et les valeurs genrées qui, jusque-là, étaient forcément ou quasiment presque toujours tacites. Donc, j'ai utilisé finalement ce que je pensais être mon objet au départ, plus comme un tournant idéologique qui me permettait de révéler les valeurs intrinsèques et tacites du milieu de l'urbanisme sur le genre. Et je me suis aussi lancée, du coup, dans quelque chose d'un peu plus large, dans la relecture critique des grandes théories de l'urbanisme et aussi dans des recherches de fonds d'archives sur l'histoire des femmes et du féminisme. Je vais vous illustrer ça tout de suite. Donc, au final, au lieu d'avoir juste des analyses de projets contemporains, comme on peut voir à droite avec, par exemple, la carte sensible de la place du Panthéon qui a été réalisée par les Monumentales en 2017, et puis ici, une photographie de deux militantes urbanistes et féministes qui, lors d'un événement féministe mémoriel sur la place du Panthéon, aussi organisé par les Monumentales pendant le projet de réaménagement de la place, j'ai étudié bien sûr ces projets contemporains, mais j'ai aussi complètement ouvert à un travail historique qui finalement résonne beaucoup avec ce cycle de conférences. Et je me suis retrouvée avec une très grande diversité de sources et de méthodologies à développer et à mettre en œuvre. Donc, j'ai fait des analyses de registres, par exemple, d'étudiants et d'étudiantes en urbanisme,
notamment pour l'Institut d'urbanisme de l'Université de Paris, à partir de sa création il y a un siècle à peu près. Mais j'ai aussi fait des recherches dans la documentation féministe, notamment à la Bibliothèque Marguerite Durand et au Centre d'archives féministes d'Angers, dans lequel j'ai retrouvé beaucoup de documentation liant l'histoire des femmes et du féminisme avec des questions urbaines et d'urbanisme. Et ça, je ne m'y attendais pas du tout. Donc, pour commencer sur les pensées et théories de l'urbanisme, j'ai 2 points à expliciter et à illustrer. L'idée que la pensée est dominante, je vais vous expliquer le jeu de mots, et qu'il y a une invisibilisation des productions féministes et féminines. Quand on fait une relecture critique des grandes théories de l'urbanisme d'un point de vue du genre, on se rend compte qu'à part Françoise Choët et Jane Jacobs, les théoriciens et théoriciennes de l'urbanisme les plus étudiés sont quasiment tous des hommes, parfois et souvent même appelés les pères de l'urbanisme. On peut citer Hippodamos de Millet, Vitruve, Alberti, Vauban, Cerda, Haussmann, Howard, Henri Sellier, etc. Il y a une chercheuse que j'affectionne beaucoup qui s'appelle Clara Green, qui est britannique et qui a été une grande inspiration pour mon travail, qui appelle ce phénomène la male stream history, l'histoire réalisée, produite par les hommes. Et moi, j'ai décidé de traduire ce jeu de mots. J'ai trouvé un bon jeu de mots en français, donc j'étais très contente, par l'histoire dominante, avec un homme à l'intérieur de dominant, histoire qu'on comprenne bien voilà, le petit jeu de mots mainstream dominant. Et en fait, voilà, donc j'ai pris cette idée-là et je me suis rendu compte que peu des textes de l'histoire dominante de l'urbanisme abordent explicitement les questions de genre, mais on les retrouve très souvent en filigrane, que ce soit de l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui. Je vous donne quelques exemples. Alberti, 1485, dans L'Art d'édifier. Sa vision repose de manière évidente sur une vision du monde patriarcale, inspirée aussi de l'Antiquité. Hein. Et il y a un passage qui dit « Je voudrais que les jeunes filles et les vierges se voient attribuer des appartements aménagés avec raffinement, afin que leurs âmes sensibles ne se lassent pas de rester confinées dans ces lieux clos. » Voilà, ça c'est la traduction de Françoise Choët. Alors, ça pourrait paraître complètement anecdotique de se dire qu'au XVe siècle, Alberti proposait que dans la construction des maisons, bon, évidemment, il s'adresse à des gens très fortunés, hein, il fait tout un tas de règles que vous devez connaître probablement en tant qu'architecte, qui vont inspirer ensuite la Renaissance. Et donc, il cite cette règle comme quoi, voilà, il y a des endroits où les jeunes filles doivent rester enfermées, mais il faudrait faire attention à ce que ce soit très joli pour qu'elles n'aient pas envie de sortir et qu'elles s'y sentent bien. Ça pourrait paraître complètement anecdotique si on ne se rendait pas compte qu'aujourd'hui, un des présupposés hyper prégnants dans le milieu de l'urbanisme, c'est que les espaces sportifs sont quasiment faits que pour des adolescents garçons et qu'on trouve ça parfaitement normal que les jeunes filles restent chez elles, qu'elles n'aient pas autant besoin de se dépenser que les garçons, qu'elles n'aient pas besoin autant de faire du sport ou qu'elles n'aient pas accès à autant de diversité de sport ou d'espaces publics. Si vous regardez l'appropriation des espaces publics à partir de l'adolescence, il y a clairement des grandes différences entre les filles et les garçons qui sont largement influencées par les conseils des parents, par les images qu'on renvoie aux filles et aux garçons sur où est-ce qu'ils sont légitimes d'être ou de ne pas être. Et voilà, pour moi, ça résonne énormément encore aujourd'hui avec beaucoup de présupposés contemporains. Un autre exemple, Henri Lefebvre, 1968, dans Le droit à la ville, lui, il fait référence aussi à la division spatiale de la ville fonctionnaliste entre les hommes qui vont travailler au loin et rentrent harassés, tandis que les femmes les attendent somnolentes dans les quartiers d'habitation. Donc lui, il fait référence clairement au zoning de l'espace fonctionnaliste avec des secteurs pavillonnaires d'un côté et des centres de décision ou de production liés au travail productif qui eux, seraient l'apanage des hommes. Donc c'est juste avant, quand même, les années 70, bien sûr, qu'il défend cette idée-là.
Mais on voit bien que dans sa vision du monde, qui est très orientée marxisme et lutte des classes, il y a quand même des références aux différences entre le groupe des hommes et les groupes des femmes de cette époque-là. Bon, je ne vais pas vous faire une démonstration avec des tas d'exemples, mais en gros, moi, ce que je considère, c'est que toute théorie de l'urbanisme suppose ou présuppose un ordre social et spatial systématiquement genré de la société, que ce soit explicite ou pas, ou juste en filigrane, et qu'il y a la plupart du temps une vision traditionnelle qui s'impose, mais parfois aussi progressiste, avec des rôles de genre et des espaces qui sont associés à ces rôles de genre. Les féministes ne sont donc pas les seules à intégrer les dimensions de genre à la pensée urbanistique. Mais la différence, c'est qu'elles le font de manière consciente, explicite et critique. On trouve aussi des pensées proto-féministes qui les ont précédées, comme certaines utopies socialistes au XIXe siècle, qui par exemple mutualisaient l'espace des cuisines pour diminuer la part de travail ménager des femmes, ou des penseuses du début du XXe siècle qui ont pu proposer des améliorations fonctionnalistes à l'espace de la cuisine, par exemple Paulette Bernège. Alors, c'est plus ou moins critique et émancipateur, mais voilà, toutes ces pensées-là, elles sont vraiment passionnantes à analyser. J'ai fait aussi des recherches dans des fonds d'archives sur l'histoire des femmes et du féminisme, et je me suis rendu compte que je trouvais beaucoup de documentation que je ne trouvais absolument pas dans les bibliothèques et les fonds d'archives urbanistiques. Donc, c'est autant quand je cherchais à la bibliothèque d'urbanisme ou dans les fonds d'archives femmes, genre, féminisme. Bon, je trouvais certaines choses, mais pas non plus les masses. Alors que quand j'ai fait l'inverse, que je suis allée dans les fonds d'archives féministes, que je cherchais urbanisme, ville, espace urbain, bah, j'ai trouvé énormément de choses et j'étais vraiment très, très surprise. Donc, j'ai redécouvert un certain nombre de publications francophones, y compris francophones, qui croisaient des réflexions urbaines et genrées. Alors là, j'ai un petit extrait et c'est là où je vais vous demander d'essayer de dater cet extrait. Vous pouvez répondre dans le chat. À votre avis, de quand date cet extrait de texte? On a trop tendance à considérer que les villes sont des objets neutres, naturels ou construits, en oubliant qu'elles expriment les rapports sociaux et participent à leur renforcement. Les villes ne sont pas seulement des espaces morphologiques, elles sont des institutions, c'est-à-dire qu'elles sont dotées d'une série de règles qui représentent les intérêts du groupe dominant, celui des hommes, et leur système de valeurs par lequel ce groupe s'impose à l'ensemble de la société. Alors, à votre avis, quand ça date? Oups. 1870. Alors ça, c'est extrêmement optimiste. Mieux. 2020, 1915. Bon, 1970, voilà, années 70, années 80. Ok, 60. Bon, vous réchauffez. Vous réchauffez, ça date de 1974. On sent quand même bien l'influence de Henri Lefebvre, en fait, dans cette analyse. Il s'agit de Johanna Savé et Claude Angeux, qui étaient des alias pour Dominique Poggi et Monique Koerner. Dominique Poggi étant encore aujourd'hui une des spécialistes des questions de marche exploratoire et d'égalité filles-garçons, hommes-femmes dans les espaces publics, avec son association à place égale. Voilà, elle pratique encore aujourd'hui. Et c'était publié dans un texte qui s'appelait « Structures urbaines et réclusion des femmes » dans un recueil qui s'appelait « Les femmes sans tête, perturbation masseur », qui a été traduit en anglais l'année d'après et qui a probablement influencé aussi la réflexion nord-américaine. Voilà, là, c'est la couverture du magazine états-unien dans lequel la traduction de cet article-là a été publiée aux États-Unis dans un magazine qui s'appelait Liberation, qui était très de gauche pour l'Amérique de cette époque. Voilà, que j'ai retrouvé par une succession de découvertes que je ne ferai pas le détail. Mais c'est grâce à cette publication en anglais que j'ai réussi à trouver l'identité française des autrices du texte. Et donc, bon, voilà, dans mes recherches dans les fonds d'archives sur l'histoire des femmes et du féminisme, j'ai trouvé vraiment beaucoup de ressources, que ce soit des publications spécialisées, féministes qui parlaient des questions de femmes et villes, par exemple les cahiers du Griffe
C'est une publication belge qui date de 1977 sur Hors de chez nous, qui parlait des hors de nous, hors de chez nous, qui parlait de la place des femmes dans les espaces urbains. J'aime beaucoup cette couverture qui fait aussi beaucoup référence, qui résonne énormément avec cette haute couverture, je trouve, de femmes qui courent dans les espaces publics, soit parce qu'elles sont extrêmement pressées, elles regardent leur montre, elles ont des enfants à amener quelque part, des courses à faire, ou alors des figures masculines assez imposantes qui probablement leur évoquent un sentiment d'insécurité. Mais j'ai trouvé des choses encore plus anciennes, et notamment dans les années 60, avec le travail de l'Union féminine civique et sociale, qui n'était pas un groupe féministe au sens classique du terme. Au départ, c'était un groupe de femmes catholiques qui cherchait à émanciper les femmes par l'éducation populaire, en fait, et l'éducation civique. Donc, elles ont fait énormément de publications sur comment utiliser son droit de vote, comment devenir élu dans une municipalité, et qu'est-ce qu'il fallait savoir pour s'imposer dans ce genre de milieu. Et elles ont fait énormément de publications sur l'urbanisme et les femmes, pour apprendre aux femmes à lire des documents d'urbanisme, à donner leur avis dans des projets urbains. Et il y a eu vraiment un énorme travail à l'échelle nationale de cette Union féminine civique et sociale pendant plusieurs décennies, des années 50 aux années 80 en gros, qui ont vraiment acculturé probablement des dizaines, voire des centaines, des milliers de femmes aux questions d'urbanisme, et qui ont cherché à leur amener des connaissances techniques pour qu'elles se sentent légitimes à prendre leur place dans les discussions sur l'urbanisme et sur les projets urbains. Voilà. Donc, j'ai trouvé tout un tas de choses. Je ne vais pas vous faire le détail des contenus. Ce qui était intéressant, c'est que je n'ai pas trouvé que des choses militantes. J'ai aussi trouvé des publications francophones qui étaient issues d'institutions nationales comme la DATAR ou le Plan Construction. Là, je vous ai donné quelques exemples dans les années 70 et 80. Études sur les femmes et l'habitat financées par le Plan Construction. Et ce qui est assez extraordinaire, c'est que je n'avais jamais trouvé ça dans une bibliothèque d'urbanisme, alors que clairement, il y a eu pas mal d'argent qui a été mis pendant une dizaine d'années sur ce sujet. Évidemment, les années 70, ça correspond à un grand bouleversement sociologique et dans les équilibres de la société française et occidentale de manière globale, avec une arrivée massive des femmes dans le milieu du travail salarié, une émancipation des femmes avec plusieurs lois encore très contraignantes qui ont sauté dans les années 60-70 sur leur droit à avoir accès à un compte en banque, à l'avortement, etc. Et donc, pendant toute cette période, on sent bien que les évolutions sociologiques de fond liées à l'émancipation des femmes, aux évolutions des familles contemporaines, à l'augmentation des divorces, etc., ça a beaucoup travaillé certaines institutions liées à l'aménagement et à la production de l'habitat, qui se disaient, OK, mais en fait, du coup, est-ce que ça change quelque chose dans les mobilités, dans l'utilisation des transports en commun, de la voiture? Est-ce qu'il nous faut plus d'infrastructures? Est-ce que ça change quelque chose dans l'habitat? La manière dont les gens utilisent l'habitat, relationnent avec leur habitat, l'utilisent, se l'approprient, etc. Donc, il y a eu toute cette réflexion-là, y compris dans des institutions publiques. Donc, pourquoi il y a une telle méconnaissance de toutes ces productions? À vrai dire, malgré le fait qu'au début de ma thèse, j'avais travaillé déjà plusieurs années sur le sujet du genre et de l'urbanisme, je n'avais aucune connaissance de toutes ces productions des années 60, 70, 80, 90 en France. Et je me suis demandé, mais comment ça se fait qu'il y ait autant de choses et qu'on ne le connaisse pas? Qu'est-ce que ça révèle de la culture urbanistique française actuelle? Alors, pour moi, ça révèle que la mémoire officielle de l'urbanisme est biaisée et a tendance à effacer les productions des savoirs qui ne sont pas dominantes, dont celles des féministes et des femmes, qu'il y a un manque de visibilité et de capitalisation de ces savoirs alternatifs qui entretiennent clairement une amnésie collective cyclique à propos des questionnements urbains féministes. Le sujet n'a rien de nouveau. On n'arrête pas de nous dire « Ah oui, c'est un nouveau sujet en urbanisme et tout ça ». Pas du tout.
Il y a des femmes et des hommes qui ont contribué à proposer et à construire des alternatives urbaines plus égalitaires depuis longtemps. Ça montre aussi que les normes de genre et les espaces urbains sont culturellement construits en constante interaction l'un avec l'autre, que l'appropriation, la réinterprétation et le détournement à des visées égalitaires ou inégalitaires est toujours possible. En fait, on voit bien aussi que l'évolution des normes sociales genrées n'a pas le même rythme que l'évolution des espaces urbains, mais ce n'est pas parce qu'on a une forme urbaine qui est issue d'une pensée très féministe ou très patriarcale qu'on ne pourra pas l'utiliser d'autres façons plus tard. En fait, aucun paradigme urbain n'est intrinsèquement sexiste ou libérateur, bien que tous soient genrés. Alors, quelques normes au sein des milieux de l'urbanisme. Je vais aller un peu plus vite parce que ça concerne moins ce cycle de conférences, mais voilà, je voulais surtout m'attarder sur les questions de pensée et de théorie de l'urbanisme. Et donc, sur les normes au sein des milieux de l'urbanisme, qui fait de l'urbanisme ou est considéré comme un urbaniste, pour qui on fait de l'urbanisme, quelles sont les valeurs genrées tacites ou explicites qui sont utilisées. Je me suis beaucoup penchée sur l'évolution démographique des milieux professionnels de l'urbanisme, mais comme je vous le disais plus tôt, le milieu de l'urbanisme, c'est flou, donc ce n'est pas évident d'avoir des données démographiques genrées. En France, on n'a pas de données statistiques sur la démographie des urbanistes car c'est un métier flou, contrairement à l'architecture. Donc ça, c'est une hypothèse également inspirée par Clara Grid, qui est que je vais étudier l'évolution démographique du milieu de l'urbanisme en me disant que probablement qu'il y a eu beaucoup d'hommes, quasiment que des hommes au départ, et de plus en plus de femmes, et que l'apparition des femmes et leur augmenter en proportion dans le total du milieu professionnel, ça explique en partie l'évolution de la prise en compte du genre en urbanisme et qu'il y a peut-être besoin d'une masse critique de personnes concernées, que ce soit des femmes, des personnes LGBTIQ ou des personnes féministes, notamment dans des postes décisionnels, pour arriver enfin à ce que ce soit pris en compte la question du genre explicitement dans l'urbanisme. Et en plus, on a l'idée qu'aujourd'hui, la ville est encore faite par et pour les hommes. Et moi, je conteste un peu cet avis sur ce qui est très contemporain. En tout cas, ce qu'on regarde, par exemple, c'est les décisionnaires politiques à l'échelle municipale, chez les adjoints et adjointes. Quand on regarde urbanisme travaux, on n'a que 25, même pas un quart de femmes. Travaux, circulation, sécurité, même pas un tiers de femmes. Donc, les élus décisionnaires sont majoritairement des hommes dans ces travaux-là, alors que quand il s'agit de parler du social ou de la petite enfance, on n'a quasiment que des femmes qui sont adjointes à ces sujets-là. Donc ça, c'était juste très rapidement pour vous montrer qu'il y a aussi la question des équilibres politiques qui entrent en jeu. J'ai fait une analyse de l'évolution démographique des milieux d'études à l'Institut d'urbanisme de l'Université de Paris des années 20 jusqu'aux années 70, mais je n'ai pas montré ça. Là, je me suis focalisée sur l'école des ingénieurs de la ville de Paris, parce que je ne sais pas si vous savez, mais les écoles d'ingénieurs, encore aujourd'hui, sont extrêmement masculines. En général, on a moins d'un tiers de filles dans ces écoles. Mais ce qui est intéressant, c'est que pour l'école des ingénieurs de la ville de Paris, qui, contrairement à d'autres écoles un peu plus prestigieuses, oriente quand même beaucoup vers des carrières publiques à des échelles municipales. Et dans cette école-là, bizarrement, il y a eu des filles qui sont arrivées plus tôt que dans la plupart des autres écoles. Donc, quand on regarde les effectifs en pourcentage cumulé dans les années 60-70, années 70, on voit que la part de femmes est très faible, en moins de 10% en général, et qu'à partir des années 80, alors on a aussi des cohortes qui sont assez faibles dans les années 80, et la part de femmes augmente considérablement, et qu'à partir du milieu des années 90, les femmes représentent quasiment toujours plus d'un tiers, voire aujourd'hui quasiment la moitié de la cohorte de l'école des ingénieurs de la ville de Paris. Ça, je me suis posé la question, parce que comme j'analysais la ville de Paris,
Voilà. Est-ce qu'à la ville de Paris, on voit beaucoup de femmes dans le milieu professionnel, notamment dans les services d'aménagement qui s'occupent des programmes que j'analysais sur les 7 places notamment. Et le fait est que oui, il y avait beaucoup de femmes dans le service des aménagements et des grands projets en mai 2016. En fait, les 3 personnes qui étaient aux plus hautes fonctions étaient des femmes à cette époque. D'ailleurs, elles viennent juste de partir à la retraite, donc elles ont eu des carrières assez longues et elles sont restées longtemps dans des postes décisionnels. Et à vrai dire, au sein de ce service, il y avait quasiment la parité. On avait 26 femmes pour 32 hommes dans un service extrêmement technique avec beaucoup d'ingénieurs. Et donc, pour moi, c'était très surprenant de me rendre compte qu'à la mairie de Paris, dans ce service, bien sûr, je n'ai pas fait une analyse à l'échelle nationale, mais ça mériterait d'être fait si vous cherchez un sujet de thèse. Moi, j'étais en tout cas surprise de voir qu'il y avait autant de femmes, y compris dans des postes décisionnels, et que probablement, c'était un des facteurs qui expliquait l'apparition contemporaine actuelle des projets d'urbanisme genré. Ce processus de féminisation des postes décisionnels d'aménagement à la mairie de Paris permettait-il d'expliquer le développement contemporain des projets d'urbanisme genré? Voilà, c'est une des nombreuses questions que je me suis posées. Pour moi, c'est un facteur nécessaire, mais pas suffisant. Oui. Non, j'ai entendu une voix, mais c'est un facteur nécessaire, mais pas suffisant. Ce qui était intéressant, c'est que la plupart de ces professionnels qui étaient très haut placés et qui avaient à peu près 60 ans, en général, n'étaient pas du tout motrices sur le sujet. Ils avaient un ethos professionnel qui se voulait extrêmement neutre et pas du tout parti pris dans les questions de genre. Par contre, tout ce qui était ingénieur plus jeune, notamment ceux en dessous de 35 ans, en général, avaient eu des sensibilisations ou des formations au genre dans leur formation. Ils avaient déjà croisé la question et donc elles se sentaient plus concernées. Et des fois, il y a des hommes, même assez jeunes, qui étaient très moteurs sur le sujet. Bon, pour moi, il y avait aussi une question de politique égalitaire de gestion des ressources humaines depuis les années 2000 qui expliquait en fait cette féminisation du milieu professionnel. Il y avait toute une culture au sein du milieu de la mairie de Paris pour mettre en place une meilleure égalité professionnelle. Donc, je vais passer très rapidement là-dessus. Et donc, ce qui était vraiment intéressant, c'était que je constatais l'apparition de ces projets d'urbanisme genrés à la mairie de Paris, que ça pouvait être mis en parallèle avec l'évolution démographique au sein des services, mais pas forcément de manière si évidente, parce qu'il y avait aussi des femmes qui étaient contre ce genre d'approche, mais que globalement, le milieu de l'urbanisme actuel était quand même assez féminisé, plus que le secteur à proprement parler de l'ingénierie, par exemple, ou du BTP. Je vais passer rapidement sur les questions des pratiques, parce que je vous en ai parlé très vite au début. Ce que j'ai constaté de manière très intéressante, c'est que l'infusion contemporaine de principes genrés, c'était lié aussi au développement de tout un écosystème professionnel spécialisé sur les questions de genre et d'urbanisme, et avec au centre, notamment Genre et Ville, qui est l'association principale pionnière sur le sujet, à places égales. J'ai fait référence avec Dominique Poggi tout à l'heure. Genre et Ville, créé par Chris Blash et Pascal Lapalu. La Robe, qui est portée par Edith Marie-Jules. Et tout un tas d'autres associations autour, des associations professionnelles, notamment d'architectes, avec l'ARVA, le Cercle des Arts, MEMO, qui est le mouvement pour l'équité dans la maîtrise d'œuvre, les enchantières, qui elles sont plus sur le côté BTP. Il y avait des recherches-actions qui étaient en train de se développer pendant que je faisais ma thèse, les urbaines à Gennevilliers avec notamment Emmanuel Faure et Corinne Luxembourg, Paris du genre, qui était un programme de recherche qui était porté au sein par Claire Hancock et avec tout un tas d'autres collègues. Il y avait des associations étudiantes aussi qui se sont développées, Féminicité, Women Ability, l'ICRA, À nous la nuit, Archiqueer, et puis des structures qui travaillaient de plus en plus sur ces sujets de manière ponctuelle au départ, mais Citylink, France Médiation, l'atelier d'architecture autogérée, atelier approche, ville au carré, etc. Bon.
Il y a vraiment un écosystème qui s'est développé, mais qui avait du mal à faire reconnaître sa légitimité au sein du milieu de l'urbanisme. Il y avait sans cesse des questions sur mais est-ce que vous faites vraiment de l'urbanisme? Et voilà, pour moi, c'était aussi révélateur de tout un tas de normes au sein du milieu de l'urbanisme qui font qu'on considère que certaines choses sont de l'urbanisme et d'autres pas, et que ça, c'est en constante négociation en fonction de la légitimité des sujets. Je vais passer rapidement là-dessus. En tout cas, pour moi, l'urbanisme est toujours genré, que ce soit de manière explicite. Je zoome un peu dans la théorie féministe, dans les projets urbains genrés, dans la ségrégation sexuée organisée qui existe dans les toilettes, dans les transports en commun de certains pays, dans certains lieux de culte. Et encore, on a des traces aujourd'hui historiques sur école de filles, école de garçons, par exemple. Mais le plus souvent, ça reste très implicite, la dimension genrée de l'urbanisme, avec des inégalités dans l'urbanisme participatif. Beaucoup de femmes dans la concertation à l'échelle hyper locale, mais beaucoup moins quand il s'agit de concerter des sujets tactiques à l'échelle régionale, par exemple. On a des ségrégations genrées qui sont dues aux usages, qui ne sont pas volontaires, mais qui sont culturelles, dans l'utilisation des infrastructures sportives en libre accès ou en accès encadré, dans l'utilisation de transport, dans les questions de dimension symbolique des espaces urbains, avec l'odonymie, les noms de rues ou d'équipements publics, la production artistique dans les espaces publics, la production de logements, quel type de logement, pour quel type de ménage et de famille on produit les logements aujourd'hui. Il y a aussi beaucoup de normes qui jouent là-dessus. Les droits d'accession à la propriété foncière, les politiques de transport, le zonage, régime de genre à l'œuvre dans le milieu professionnel, théorie de l'urbanisme. Voilà. En gros, tous les domaines de l'urbanisme peuvent être analysés d'un point de vue genré. Ça, c'était un peu ma conclusion. Donc, l'urbanisme est toujours genré. L'ignorance de la place des femmes et des travaux féministes démasque les valeurs encore tacitement patriarcales des milieux de l'urbanisme, malgré l'évolution et la féminisation de ce domaine, même si on constate des évolutions importantes depuis les années 70. La montée de l'égalité de genre dans l'urbanisme fait partie de ces grandes évolutions paradigmatiques contemporaines, au même titre que le développement durable et la participation citoyenne, et je pense qu'elles sont sincèrement intégralement liées les unes aux autres. Et la valorisation et la capitalisation de toutes ces connaissances est indispensable à une compréhension plus fine et complète de l'urbanisme, de son histoire, mais aussi de sa sociologie contemporaine, pour l'urbanisme en tant que théorie, mais aussi en tant que pratique. Voilà, merci beaucoup. Merci Lucille pour cette conférence extrêmement dense et vraiment passionnante. Alors j'invite celles et ceux qui le peuvent à allumer leur caméra pour qu'on puisse discuter en voyant des visages et en une forme de convivialité virtuelle. Est-ce que quelqu'un ou quelqu'une aurait des questions ou des remarques? Oui, Frédéric, moi je... Gwenaëlle, la parole est à toi. Peut-être que tu peux te présenter en 2 mots. Oui, bien sûr. Gwenaëlle Daboville, moi j'enseigne à l'école au DSA et je dirige une agence d'urbanisme qui s'appelle Ville Ouverte. Moi, d'abord, je voudrais vraiment remercier Lucille Desrottes pour cette présentation extrêmement claire et qui pose beaucoup de jalons solides, enfin robustes pour conduire ces réflexions-là. Donc ça me paraît très important de pouvoir s'appuyer sur des définitions, sur des recensements, sur tout ça, merci beaucoup. Moi, j'ai plusieurs questions, mais ma première, ce serait, est-ce que, Lucille, vous avez remarqué dans vos travaux des lieux où une réflexion plus égalitaire ou une action plus directe, militante, aurait produit des formes urbaines ou des formes d'objets construits qui seraient spécifiques à une pratique plus égalitaire, et je pense notamment à la place du Panthéon.
Parce que vous avez dit à un moment aucun paradigme n'est ni sexiste ni libérateur, et donc je me pose la question des formes. Est-ce que jamais dans des expériences, on a pu atterrir sur des objets qui peuvent traduire une pratique qui est différente dans ses productions lorsqu'elle est différente dans ses process? Eh ben, merci beaucoup pour cette question, qui est souvent la première question qu'on me pose, effectivement. Et je suis désolée de toujours décevoir les gens qui posent cette question. Non, en fait, on ne peut pas reconnaître des formes urbaines si on ne connaît pas les intentions égalitaires derrière. Pour moi, clairement, il n'y a aucun urbanisme ou architecture égalitaire qui va crier de manière évidente bonjour, je suis égalitaire. Parce que déjà, on n'a jamais la main sur les usages que les gens en font. Donc, on a beau penser de manière la plus égalitaire possible un espace, on ne pourra jamais forcer les gens à l'utiliser de manière égalitaire. Mais par contre, on a quand même beaucoup d'indices qui peuvent jouer. Donc, quand on voit dans tous les musées ou espaces de culture qu'il y a toujours 15 minutes de queue pour les toilettes femmes, alors qu'il n'y a pas de queue pour les hommes, ou dans les stations-service en été, et je suis désolée, mais le jour où il n'y aura plus de queue, on ne remarquera pas. Mais en fait, ça veut dire qu'il y aura quelque chose qui aurait été fait. Et le truc, c'est que quand c'est bien fait, souvent, on ne le remarque pas au final, parce qu'il n'y a pas de problème. C'est plus facile de remarquer les problèmes que les non-problèmes. Mais ça aura quand même des conséquences formelles sur... voilà, les toilettes, c'est vraiment un exemple préféré là-dessus. Ça aura des conséquences formelles parce qu'on mettra plus de surface pour les toilettes des femmes parce que, en fait, des cabinets fermés, ça prend plus de surface que des urinoirs. Donc, quand on met une surface strictement égalitaire, on arrive à mettre plus d'urinoirs que de cabines fermées. Donc déjà, si on a des toilettes plus grandes pour les femmes, on peut arriver au même nombre de cabines accessibles en même temps. Mais il y a aussi tout un tas de gens qui font des analyses sur faire des toilettes non genrées. Donc ça aura aussi des conséquences spatiales concrètes. Il y a plein d'exemples. Après, ça peut être sur des détails, mais c'est sur le mobilier, sur leur diversité dans un même espace pour répondre à des besoins variés en termes de confort notamment. C'est très bête, mais il y a des choses aussi dans des magnifiques espaces, architecture contemporaine, les sols transparents ou les escaliers transparents. Typiquement, pour beaucoup de femmes, si vous baladez en jupe, c'est hyper malaisant. Et si on n'y pense pas, on peut faire un magnifique espace, mais où les femmes vont se sentir hyper mal de traverser, par exemple. Donc, en fait, c'est sur plein de détails comme ça. Mais au final, effectivement, moi, je suis plutôt à dire que ce qui compte, c'est les questions qu'on se pose pendant qu'on fait un projet, quelle que soit son échelle. Hein. Ça va vraiment de l'échelle du design d'un objet, d'un urinoir, jusqu'à la révision du SDRIF, du schéma directeur de la région Île-de-France. Vraiment, à toutes ces échelles-là, on peut se poser ces questions-là. La question, c'est qui a la légitimité de la parole, quels centres d'intérêt sont pris en compte, est-ce que les activités traditionnellement considérées comme féminines sont autant valorisées que les activités traditionnellement considérées comme masculines, parce qu'encore aujourd'hui, on sait très bien que, par exemple, la plupart des tâches de care, de soins des enfants, des tâches ménagères sont faites par les femmes à 80%. Donc, il ne s'agit pas de dire on fait des trottoirs bateaux pour les mamans avec leurs poussettes. Non, il s'agit de dire écoutez, encore aujourd'hui, les gens qui s'occupent des enfants sont à 80% des femmes, donc leurs pratiques sont tout autant légitimes à prendre en compte que celles des hommes qui vont faire du trajet travail-domicile tous les jours en ne faisant pas forcément les accompagnements de care. Mais à partir du moment où on s'est rendu compte qu'il y avait des usages différenciés des espaces publics entre hommes et femmes, après, il s'agit de les traiter de manière égalitaire. Donc, on va dire, par exemple, c'est aussi une question de vocabulaire, les personnes accompagnant les enfants. On ne va pas dire les mamans avec les poussettes. Donc, il s'agit à la fois de prendre conscience des biais et des usages genrés encore existants, puis de les traiter de la manière la plus équitable possible en ne recommençant pas non plus les stéréotypes sans cesse. Donc, voilà, pour moi, c'est vraiment plus une démarche et des questions à se poser et une capacité à se remettre en question aussi qui doit faire partie de notre méthode de travail
En fait, c'est une forme de réflexivité qui doit être constante, plus que des résultats spatiaux formels qui seront les mêmes partout. Et typiquement, j'aime bien prendre l'exemple des wagons réservés aux femmes dans certains pays. En France, en Allemagne, en Grande-Bretagne, on trouve ça affreusement ségrégatif et discriminant. Et on peut très bien considérer que ça l'est selon certains critères ou certains arguments dans certains pays qui utilisent des critères hyper stéréotypés et hyper voilà, discutables. Mais par ailleurs, il y a plein de pays, en Inde par exemple, ou au Japon, où c'est vraiment réclamé par la population féminine pour avoir le droit d'aller au lycée, à l'université, au travail. Et s'il n'y avait pas ça, et en fait, elles n'iraient pas parce qu'elles se font harceler dans les transports en commun, etc. Donc en fait, des solutions spatiales qui fonctionnent bien dans certains pays et qui sont dues à des demandes vraiment d'émancipation ne vont pas fonctionner dans d'autres contextes, on va être très mal reçus, ou vont être utilisés avec des arguments pas du tout émancipateurs pour le coup, parce que typiquement en Égypte, dans les années 90, c'était une élue au Parlement féministe qui avait demandé la mise en place des wagons réservés aux femmes pour aller à l'école ou au travail. Et aujourd'hui, c'est complètement réapproprié par les islamistes qui trouvent ça très bien que les femmes et les hommes soient séparés dans les transports en commun. Donc, c'est ça aussi où, en fait, il y a beaucoup Enfin, rien n'est noir ou blanc, en fait, dans ce genre de réflexion. Il y a beaucoup de paradoxes. On sera toujours confronté à des paradoxes et à des stéréotypes. Et la question, c'est comment on rebondit dessus et quelle réflexion, quelle solution on apporte pour aujourd'hui et peut-être aussi pour la direction dans laquelle on a envie d'aller pour le futur, quoi. Merci pour cette réponse. Je vois qu'il y a une main levée. Oui, c'est moi. Allez-y. Donc, je suis Franca Masservisi, je suis architecte conseil au CAIE du Val-de-Marne et je suis membre du laboratoire de l'école d'archi de Versailles. Donc déjà, merci pour le cycle et merci vraiment beaucoup pour cette présentation. J'ai beaucoup aimé cette idée de la réflexivité et qu'effectivement, il n'y a pas de forme qu'on pourrait appliquer de manière systématique, d'aménagement qui serait la solution pour tout. Je pensais par rapport à votre exemple, par exemple les toilettes, hein, il suffit que quand il y a la queue, on aille dans celle des hommes et le problème est en partie résolu, mais c'est vrai qu'est-ce qu'on se sente le droit de le faire, voilà, donc je pense que petit à petit, il y aura aussi des changements dans la manière d'affronter ce genre de choses. Tout à fait. J'avais une question, j'ai beaucoup aimé aussi votre bilan sur l'historiographie, où est-ce que vous allez être allé chercher les documents et est-ce que dans le monde anglo-saxon, il y a eu des bilans de ce type? J'avais l'impression qu'il y avait un intérêt peut-être un peu plus ancien. Vous avez cité Jane Jacobs, mais il y avait une exposition au Barbican qui était sur le groupe Matrix. Oui. Dans les années 80. Et voilà, non seulement leur travail est exceptionnel, mais aussi le fait qu'on y soit revenu en le remontrant comme quelque chose de très actuel me semblait intéressant. Donc, est-ce qu'il n'y a pas plus d'intérêt ou un intérêt déjà un peu plus construit sur ces questions? Absolument. Clairement, la production francophone a émergé en décalage avec la production anglophone, bien que, c'est pour ça que j'aime beaucoup montrer l'exemple des années 70 du texte de Dominique Polti et Cornahert. Probablement que leur texte a influencé beaucoup dans le milieu anglophone alors qu'elles sont restées quasiment inconnues en France. Et oui, bien sûr, il y a eu beaucoup plus de travaux récapitulatifs en anglais. Je suis en train de chercher ma liste, mais bon, j'étais un peu obsédée par les listes bibliographiques dans ma thèse. Là, je vous ai épargné tout ce qui était bibliographie anglophone. Justement, j'aime bien me focaliser sur la France pour vous montrer quand même que regardez tout ce qui existe déjà. Mais oui, j'ai fait vraiment des listes de publications entières. Donc, j'espère que ma thèse va bientôt être mise en ligne. J'attends depuis un bon moment qu'elle soit sur thèse.fr, mais je peux aussi vous l'envoyer en avance. Mais oui, j'ai recensé énormément de documentation. J'ai une
bibliographie très très longue, bien sûr, mais j'ai aussi, et ça, je profite pour faire un peu de publicité, j'ai un Zotero, un groupe Zotero qui s'appelle Genre et Urbanisme et Gender and Planning, et encore un autre, je ne sais plus, dans lequel j'ai partagé la plupart des ressources que j'ai pu accumuler, des références au cours de ma thèse. Et donc, ça, si vous cherchez Zotero, Genre et Urbanisme, Gender and Planning, vous allez trouver tout de suite. Zotero, c'est un outil assez facile à prendre en main pour les gens qui ne connaissent pas. Et voilà, pour moi, ça c'était une des productions de ma thèse aussi, de pouvoir partager toutes ces ressources, de les valoriser, de les mettre en avant. Et en fait, au final, moi, ce qui m'intéressait dans ma thèse, quand j'ai remarqué qu'il y avait tellement de ressources qui existaient déjà, je n'étais pas tant à vouloir dire, OK, en quoi ça consiste l'urbanisme genré et qu'est-ce que ça produit en termes de forme. C'était plutôt regarder tout ce qui existe déjà comme ressources. Et vous n'avez pas besoin de moi pour savoir en quoi ça consiste l'urbanisme genré. C'est pour ça que j'ai pris un pas de côté et que j'ai voulu avoir une dimension plus réflexive sur pourquoi on ne connaît pas toutes ces ressources en anglais, en français, et qu'est-ce que ça dit de notre culture professionnelle collective, en fait. Donc voilà, vous allez trouver facilement ces ressources en ligne. Merci beaucoup. Il y en a littéralement des centaines, voire des milliers référencés. Merci. Est-ce que vous avez une autre remarque ou question? Je vois que Fanny veut prendre la parole. Non, je veux bien poser une petite question. Non, je trouve que c'était passionnant. Merci, Lucille, de voir que l'histoire regorge de tout un tas de préoccupations que celles qui nous intéressent aujourd'hui, ici, etc., sur les questionnements urbains féministes. Et je me demandais si tu avais croisé dans tes travaux des choses sur des utopies féministes, alors que ce soit des productions dessinées ou textuelles qui iraient même chercher peut-être plus du côté et dans le champ de la littérature, hein, c'est-à-dire des récits qui, au-delà du rapport à l'espace, se questionneraient des rapports au travail, etc., mais dans une démarche utopique, vraiment ce truc de l'utopie féministe. Est-ce que tu as croisé des choses je ne me suis pas penchée dessus parce que ça avait déjà été fait par Sylvette Denef. Ah oui, d'accord, ok. Pour le coup, qui a un bouquin sur les utopies féministes. Donc, et notamment. Et qui date de quand, du coup? C'est un bouquin qui est. C'est la couverture violette, non? C'est pas ça? J'ai un truc là. Voilà, tu me prends. Non, pardon, ok, bon. Mais je me demandais si c'est. Ok, je vais regarder alors. Oui. Mais oui, voilà. Si vous cherchez Sylvette Denef, c'est un ouvrage collectif, mais qu'elle a coordonné. Ok, super. Et ça existait déjà. Donc, il y avait quelques sujets qui avaient déjà été abordés. Du coup, j'avais tellement de trucs à faire. Oui, non, bien sûr. Vous comprenez que j'aurais pu faire 3 thèses dans ma thèse. Hein. C'est vraiment, ne faites pas ça. Choisissez un sujet moins vaste. Hein. Mais disons que j'ai beaucoup déblayé un champ de recherche. Donc, voilà, ça partait un peu dans tous les sens. Chaque chapitre un peu autonome l'un de l'autre, les uns des autres. Il se trouve que je suis l'exposé, je suis Sylvette Denef et je suis l'exposé de Lucille Mariotte. Donc, je suis avec attention le réseau Urbagenre, qui est un réseau très utile, qui a permis de faire remonter toutes sortes d'informations et je trouve que c'est vraiment une très bonne initiative. Il y avait des réseaux anglo-saxons du même genre qui existaient auparavant, mais en France, on aime mieux que ça soit en français, donc c'est plus suivi pour la France. Je voudrais juste ajouter plusieurs rôles qui ont été déterminants. Il se trouve que j'ai fait partie des premières sociologues qui ont travaillé sur ces questions à la fin des années 90. Et je voudrais dire que qu'est-ce qui a permis de faire émerger les choses? Par exemple, c'est le cas à Paris, mais c'est le cas à Vienne, c'est le cas dans presque tous les endroits, à Madrid, etc., à Rennes, que des choses émergent. C'est souvent une personnalité féministe. C'est très important parce que dans l'exposé de Lucille, elle a surtout mis l'accent sur les institutions, mais les institutions sont venues après, y compris les collectifs. Et il fallait quelqu'un pour porter. Et c'est très souvent une personnalité féministe qui a porté tout un ensemble de choses. Et puis, ce qui est assez intéressant et inquiétant,
c'est de voir que quand ces personnes maintenant, qui ont fait ça dans la fin des années 90, arrivent à la retraite, eh bien, hop, ce qu'elles ont fait, ça s'oublie doucement, et puis c'est comme s'il n'y avait plus de problème. Ce que je veux dire, c'est que sur cette question-là, à mon avis, on n'est pas dans un progrès continu, on est dans un renouvellement constant. Certes, on peut avoir des femmes qui ont essayé d'alimenter cette problématique très tôt. On en a au 19e siècle, pour répondre sur les utopies féministes dans mon ouvrage, mais il y en a dans les années 70, il y en a un peu à toutes les époques. Quand celles qui portent ça disparaissent pour une raison ou pour une autre, souvent d'âge, eh bien, tout retombe comme si on n'en avait jamais parlé. Et donc, moi, de courte période, enfin, relativement longue par rapport à la vôtre, mais assez courte quand même, disons, des années 80 aux années 2020, je ne dirais pas du tout qu'on est en progression constante, mais alors là, pas du tout. On a une période assez faste, on va dire, fin des années 90, début des années 2000, qui a été fortement encouragée par l'Europe, et en particulier le fait que dans la plupart des programmes européens, y compris en urbanisme, il y avait un surplus de 10% d'argent qui était accordé si on prenait en compte la dimension de homme-femme. Je dis homme-femme, on ne disait pas genre à ce moment-là, pour l'Europe. Donc ça, oui, si on pouvait avoir 10% d'argent de plus, on allait faire un effort. Alors, je ne vous dis pas le nombre de fois où on m'a interrogé en me disant « Mais qu'est-ce qu'on pourrait bien mettre dans le programme pour avoir les 10% de plus ?» Parce que la question est « Mais qu'est-ce qu'on pourrait bien mettre? Qu'est-ce qui est genré? Qu'est-ce que les femmes n'ont pas? Qu'est-ce qu'on pourrait bien mettre? Qu'est-ce qui fait spécifique ?» Et donc, on a essayé de répondre qu'on a vu à ces choses. Et puis, on a vu se développer à travers le monde universitaire, les plus jeunes, le monde architecture, etc. Et puis, quelques institutions dont Lucille a présenté un assez grand nombre jusqu'à maintenant. Cette démarche où maintenant, ça semble, je dirais, presque normal de dire que la place des hommes et des femmes n'est pas identique dans la ville, alors qu'il y a 30 ans, quand on disait ça, on vous prenait à peu près pour une folle. Mais dans le même temps, quand on regarde les politiques qui sont mises en place, la difficulté qu'il y a à mettre ces politiques en place, c'est ce problème que soulevait tout à l'heure Gwenaëlle Dabouville, mais qu'est-ce qui est spécifique? Comment est-ce qu'on peut voir ça? C'est vraiment un des obstacles majeurs du problème, parce que on pourrait répondre, par exemple, on peut voir à contrario tous les mini-stades qui sont maintenant enfermés dans les espaces publics, dans des grillages, le sont très souvent à cause de la problématique limitée l'emprise des garçons sur l'espace public parce que les jeux de ballon prennent toute la place, etc. On peut le voir aussi à contrario dans l'architecture. La belle remontée des tours est quand même un bel exemple d'architecture phallocratique qui peut être discuté. Et on peut le voir à contrario aussi dans des horizontalités d'aménagement où on voit des logiques de partage d'espace. Par exemple, à Vienne, en Autriche, il y en a plusieurs exemples avec des transats, par exemple, des grands transats qu'on peut déplacer, mais des grands transats ou des aménagements de mini-scènes, etc. Ou des aménagements d'espaces de jeu autour de jeux d'échecs, etc. Très souvent, ces expressions-là ont été menées pour le partage d'espace, parce que si on laisse les espaces ouverts, eh bien, ils sont envahis par le foot en moins de temps qu'il ne faut pour le dire. Et donc, les études ont été nombreuses qui ont montré que quand l'espace est occupé par un groupe, un grand groupe des joueurs masculins de balle, ça renvoie à la marge extérieure des autres groupes, et en particulier les filles, à une marge si extérieure et si limitée qu'à la fin, ça finit chez elles.
Et donc, on a tout un ensemble de contre-exemples. Et on a ça aussi, on a un certain nombre d'études sur l'intérieur du logement. L'intérieur du logement, ça, justement pour les architectes, ça me paraît un problème important parce qu'on reste sur du logement type qui est très cadré, très réglementé en France et qui tient pas debout, par exemple, pour les familles monoparentales. Les 3/4 du temps, les logements types ne sont pas adaptés aux structures familiales qui existent maintenant, les familles monoparentales, mais aussi les familles recomposées avec 2 ensembles de familles, etc. Eh bien, ça, on ne le réinterroge pas parce que voilà, il y a une réglementation, il faut financer tant de mètres carrés pour faire ce qu'il faut pas faire, etc. Et puis, on ne repense pas ces questions-là. Donc, à la fois, il n'y a pas de forme explicite qui nous permettrait de reconnaître à 100%, ah, ça c'est sûrement une logique d'égalité, de lutte contre les discriminations qu'il a produit, mais inversement, on reconnaît bien les autres formes. C'est plus facile, à contrario, de reconnaître les autres formes. Et je pense que la lutte pour faire bouger ces lignes-là reste largement à mener. Elle n'est pas du tout derrière nous, même si plein de gens ont essayé de faire, plein de femmes, des hommes aussi, mais surtout plein de femmes ont essayé de faire bouger les lignes. Ça n'a pas bougé beaucoup. Ça recule dès que ça peut reculer. Souvent, on m'interroge pour me dire est-ce que vous ne voulez pas venir convaincre mes collègues que c'est un vrai problème, etc. Parce qu'apparemment, tout le monde ne saisit pas avec la même acuité qu'il y a une utilisation genrée de l'espace. Quand on donne des exemples, il y en a légion, que tout le monde peut constater, les gens disent « Ah oui, quand même, oh oui, bon. » Voilà, et on passe à autre chose. Et évidemment, encore plus dans l'espace public que sur les questions symboliques ou les questions politiques, etc. Moi, la place des femmes, ça va quand même venir après. Ne serait-ce que les logiques de guerre nous montrent bien, encore une fois, comment la place des femmes vient après. Les logiques d'épidémie nous montrent bien aussi comment la place des femmes vient après. Et tout ça, forcément, on va vous dire, mais dans l'espace public, il n'y a pas de problème si important que ça doit prendre la place. Reculez donc, mesdames, ou vous passerez quand ça sera votre tour. Donc, je crois qu'on a encore beaucoup de travail à faire pour ces questions. C'est sûr. Merci beaucoup pour ces remarques et ce témoignage précieux. On va devoir clore la séance, mais on aurait plein de choses, je pense, à dire encore. Et moi, personnellement, j'aurais envie de poser plein de questions à Lucille, mais j'espère qu'on aura l'occasion de lire bientôt ce manuscrit et de discuter à bâton rompu. Je pense qu'avec Fanny et Paul, on aimerait particulièrement te remercier pour la contribution que tu fais, notamment sur cet enjeu ou cet impératif qu'on s'est posé de repenser au prisme notamment de disciplines avec lesquelles parfois l'architecture, ou en tout cas des architectes et des théoriciens de l'architecture entretiennent des relations ambiguës, voire conflictuelles. Je pense à l'histoire, je pense aussi à la sociologie. Et là, on a vu combien finalement ces disciplines-là pouvaient aider à repenser l'histoire de cette discipline ouverte, dont la définition est fuyante et mobile de l'urbanisme. Donc pour ça, on te remercie, puisque je pense que tu nous aides, nous enseignants, et puis aussi les étudiants qui sont présents, puisqu'évidemment ce cycle s'adresse aux étudiantes et aux étudiants à recevoir et à manipuler les grands récits de l'urbanisme, les récits canoniques de l'architecture au prisme de nouvelles perspectives, d'une façon de faire et de revoir l'histoire différemment. Et moi, j'ai trouvé personnellement que cette approche très pragmatique d'investigation des d'archives qui pouvaient être peut-être périphériques a priori, mais qui en fait se sont révélées centrales dans la recherche, était vraiment passionnante. Donc voilà, ça nous prouve à quel point l'urbanisme et l'architecture sont en prise et sont pleinement en prise avec la société et fait de la société. Donc je crois que ça, c'est vraiment précieux
précieux pour nous. Et puis tu continues de tisser ou de présenter des choses, tisser un fil ou présenter des choses que Charles L. Davis avait initié pendant la première conférence, c'est-à-dire comment en prenant, pour remettre en perspective l'architecture et l'histoire de l'architecture qui paraît neutre, donnée comme ça, de manière neutre finalement, est faite de l'appropriation de différentes disciplines. Je pense notamment à la manière dont Charles L. Davis nous a parlé d'histoire naturelle et d'histoire des sciences pour la construction de la théorie des races. Théorie des races qui a alimenté en fait des théories architecturales. Donc je crois qu'avec ta contribution, on continue à tisser un fil et à manipuler les questionnements qui nous intéressent. Donc merci pour ça. Je pense qu'on continuera également dans la même dynamique la semaine prochaine avec la conférence de Samia Eni qui s'appelle Architecture toxique au Sahara. Voilà, donc qui retournera peut-être un peu dans l'histoire de l'aménagement et surtout de l'architecture. Donc, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour cette troisième conférence. Merci à toutes et tous. Merci beaucoup. Et inscrivez-vous à Herbagor si vous voulez. Merci, Lucille. Merci. À bientôt. Au revoir.